Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes vendredi, nous sommes à la veille de Noël et comme tous les vendredis, c'est l'heure de la chronique bande dessinée de Richard Dessèze. Bonjour Richard Dessèze. Bonjour Corentin. Alors on rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc notre partenaire Valeurs Actuelles, que vous êtes l'auteur de ce livre. Le rond de serviette est-il de droite ? La réponse est dans le livre. Donc il vous reste encore une petite journée pour le mettre au pied du sapin. Pour qui alors? Pour qui il est destiné? Pour tout le monde, vous rendrez tout le monde heureux, votre cousin de gauche, votre grand-mère, même votre petit frère qui ne sait pas encore lire. Plus tard, en le découvrant, il sera tellement content que vous ayez pensé à lui avec un livre aussi intelligent et aussi drôle. Donc ce serait vraiment dommage que... achetez-en des caisses en fait. Voilà. Ça vous servira toute votre vie. De 4 à 77 ans, le rond de serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. Et donc vous nous présentez deux bandes dessinées. La première qui s'intitule, alors j'ai les BD dans l'autre sens, La fièvre d'Urbicande chez Casterman. Voilà, alors c'est l'un des tout premiers volumes de la série Les Cités Obscures que Squeaton, si tant est que je prononce bien, et Peters, si tant est que je prononce bien, ont imaginé et qu'ils poursuivent depuis des années. Et la fièvre d'Urbicande est vraiment un livre passionnant. Squeaton dessine un peu comme un graveur de Jules Verne, c'est-à-dire c'est un magnifique noir et blanc avec beaucoup de détails, un goût prononcé pour la géométrie, une manière de mettre en scène l'architecture où on sent que Squeaton est absolument passionné par le sujet. Il a un frère qui est architecte d'ailleurs, qui dessine des architectures un peu fantastiques, un peu écologiques, mais qui sont intéressantes. Et Squeaton, comme ça, accorde vraiment une place très importante au décor et à la manière dont ce décor va porter l'histoire, dont ce décor est presque l'histoire. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Les Cités Obscures. C'est une série de villes qui se passe dans une espèce d'univers parallèle, mais selon Squeaton et Peters, il y a des points de contact. Et, par exemple, le palais de justice à Bruxelles est un point de contact qui permet de passer de notre monde à ce monde des cités obscures, qui est un monde à cheval entre le 19e et le 20e siècle, avec des habits un peu datés, énormément de mécanique, un côté steampunk, dirait-on, sauf sur Radio Courtoisie. Alors, steampunk, vous pouvez nous expliquer? Steampunk, c'est une branche de la science-fiction qui imagine une espèce de développement presque post-industriel, mais avec les techniques victoriennes. C'est-à-dire les gens ont des machines à voyager dans le temps, des aéroplanes et des batmobiles, mais qui marchent à la vapeur avec des pistons et des engrenages. Et donc ça donne un aspect évidemment particulièrement amusant et riche visuellement. Voilà. Donc c'est un peu, dans certains cas, l'esthétique des cités obscures. Dans La fièvre d'Urbicande, il y a un petit objet qui est découvert par des gens qui sont en train de rénover la ville. Donc il y a d'un côté la ville totalement rénovée, de l'autre côté la ville qui n'est pas encore. Il y a une ville absolument magnifique qui ressemble à un délire d'Otto Wagner, architecte de la sécession viennoise. Et de l'autre, il y des taudis. Et à chaque fois, dans les cités obscures, c'est un peu une métaphore de Bruxelles et de la manière dont la ville est perpétuellement en travaux et dont il y a un affairisme immobilier incroyable en Belgique et singulièrement à Bruxelles. Et ce petit objet est un cube qui n'est fait que d'arêtes, et les arêtes sont dans une matière particulièrement résistante. Et donc le cube est apporté à l'architecte en chef, Eugène Robic, qui le pose sur un coin, en déséquilibre sur un livre qui est posé sur son bureau, et le lendemain, il se rend compte que le cube a commencé à pousser, et il pousse de telle sorte qu'il traverse le livre, il traverse le bureau, et on ne peut absolument pas l'enlever. Et jour après jour, le cube grossit, grandit et bourgeonne, et donc c'est un réseau de cubes qui finit par envahir l'intégralité de la ville en passant à travers les murailles. Et donc c'est une métaphore, en tout cas évidemment tous les aiguillettes se sont rués pour essayer de comprendre ce que Squeaton et Peters pouvaient bien vouloir dire, mais c'est une forme de réseau social en fait qui relie les deux rives de la ville, donc qui relie les riches et les pauvres, qui relie les bourgeois et les prolétaires, qui relie les réactionnaires et les progressistes, et tout le monde apprend à utiliser ce réseau, à le monnayer, on s'en sert de passage, on y construit des maisons, on y installe des plateformes, et la croissance du réseau est progressive, paraît s'éteindre, donc il s'installe, tout le visage de la ville en est changé, et
évidemment, tout l'intérêt des édiles, c'est de faire semblant de prendre en compte ce qui les dépasse complètement et d'essayer de rationaliser la politique urbaine. Bon, évidemment, Drame avec Eugène Robic qui a une idée très précise de ce que lui, en tant qu'urbatec, veut faire de la ville. Et donc, on lui fait comprendre qu'il est dépassé. Donc, comment est-ce que ça va évoluer ? C'est une espèce de parabole politique sur qu'est-ce que c'est qu'un idéologue, qu'est-ce que c'est qu'une cité idéale, qu'est-ce que c'est que l'utopie, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, comment est-ce qu'il structure nos vies, comment est-ce qu'on finit par être prisonnier en fait de cette réticulation du monde où on est à l'intérieur de quelque chose dont on ne peut plus se passer et qui a surgi brusquement et qui a l'air d'être installé pour toujours. Vraiment remarquable bande dessinée, et toute la série de Scutton et Peters des Cités Obscures est visuellement remarquable. Certains albums sont meilleurs que d'autres, La Tour par exemple, certains n'ont rigoureusement aucun intérêt, on ne les citera pas, mais c'est quelque chose de fondamental dans la bande dessinée franco-belge. Il y avait une adaptation de La Tour en film, je crois. Alors, qui d'ailleurs n'a pas très bien marché. Je crois que c'est assez compliqué En tout cas, c'est des bandes dessinées qui sont difficiles à faire en film. Ah, oui, parce que là, les textes sont absolument remarquables. En plus, de temps en temps, il y a des choses absolument prodigieuses. L'une des bandes dessinées s'appelle Nogegon, Nogegon. Et donc, Nogegon est un palindrome. Vous pouvez le lire dans les deux sens. Mm-hmm. Mais la bande dessinée Nogegon est elle-même un palindrome. C'est-à-dire, la première planche était construite en double parfaite de la dernière planche, ou inversement. Et comme ça, l'intégralité de l'histoire ressemble à une ascension et à une chute, ou à une chute puis à une ascension, suivant le personnage que vous prenez. Et une case qui se retrouve rectangulaire en haut à gauche se retrouve, mettons, la page 12. Et bien la page 12 bis, qui est la 12e page en partant de la fin, cette case rectangulaire en haut à gauche, c'est une case rectangulaire qui se retrouve en bas à droite. Okay. Et l'intégralité de l'intrigue, mais même de la mise en page, est un palindrome avec des effets de symétrie extrêmement maîtrisés. Et l'histoire reste cohérente. Et donc on ne se rend pas forcément compte qu'on vient de parcourir un palindrome visuel. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc il y a d'autres. Donc Scutton et Peters sont vraiment des gens très intéressants. Peters est par ailleurs un théoricien de la bande dessinée particulièrement prolixe, et surtout un théoricien particulièrement lisible. Voilà, je conseille ses ouvrages qui sont parus chez Casterman sur comment lire une bande dessinée. Et votre deuxième livre, votre deuxième BD, Hans Hillman, Papier tue mouche, d'après la nouvelle de Dashiell Hammett. Alors ça, c'est publié aux éditions La Table Ronde. C'est une bande dessinée qui est assez incroyable. D'abord, elle est totalement muette, c'est-à-dire c'est une succession de cases avec un narratif en dessous, et il n'y a qu'une image par page. Mais cette image est à chaque fois comme un véritable petit tableau, et avec un noir et blanc parfaitement maîtrisé. C'est très très bien imprimé, il faut le signaler. Des paysages urbains remarquables. Et l'histoire, c'est une véritable histoire à la Dashiell Hammett. Autrement dit, on n'y comprend rien. Et généralement, celui qui mène l'enquête comprend encore moins que le lecteur. Donc Dashiell Hammett passe sa vie à mettre en scène des gens un peu riches, un peu sous, un peu drogués, un peu à cheval entre deux mondes, et à mettre en scène la manière dont un détective privé, généralement envoyé par la famille, essaie de comprendre où a disparu la jeune fille, pourquoi est-ce que le jeune homme n'est plus là, qui a bien pu flinguer le vieux. Et on a là une histoire qui est policière, mais dont l'intérêt ne réside absolument pas dans l'intrigue, mais plutôt dans l'atmosphère. Là, on est dans l'Amérique des années 20, une ville, on va dire San Francisco par exemple, et qui est écrasée de chaleur, avec des effets d'ombre et de lumière remarquables, une manière de faire avancer l'intrigue qui est tout à fait saisissante, puisque donc on ne peut la découvrir que 2 images par 2 images, et les images sont tellement détaillées qu'on s'attarde sur chaque image. C'est pas du tout une bande dessinée qu'on lit très vite, et avec surtout quelque chose qui est vraiment remarquablement maîtrisé, c'est les effets d'ellipse, puisque vous savez, entre 2 cases, il y a un blanc, ce blanc intericonique dont nous parlions la dernière fois, et donc le blanc intericonique est un effet d'ellipse, il y a une continuité au cinéma, et là on passe d'image en image avec des effets remarquables, comme par exemple, à un moment donné, le personnage est debout, champ contre champ, la case suivante nous présente les gens en train de regarder ce personnage. Brusquement, tous les personnages s'écartent et on tourne la page. L'autre a empoigné une table et on tourne la page. La table a été jetée et s'écrase sur les spectateurs. Et donc,
c'est cette scène extrêmement rapide. Un molosse arrive, attrape une table, la jette sur les gens et casse la figure du barman. Voilà, je le raconte, ça va très vite. Au cinéma, ça va à peu près aussi vite, et même encore plus vite. Là, dans cette bande dessinée, non, ça prend plusieurs secondes et longues secondes où on fige l'instant, on fige la séquence, et cette espèce de lenteur est particulièrement impressionnante. Et véritablement, Hans Hillman, Papier tue mouche, est un album de bande dessinée unique en son genre, et qui mérite le détour, comme on dirait dans le guide Michelin, mais qui permet une fois de plus, c'est des expériences un peu à la limite par rapport à une bande dessinée classique, mais justement avec cette manière d'une histoire qui, somme toute, n'est pas forcément très intéressante, mais ce dessin extrêmement précis, et cette lenteur dans l'action, et ce découpage, et parfois de légers décalages qui ajoutent quelque chose d'un peu mystérieux, même aux scènes les plus normales, on est entraîné à scruter véritablement chaque case, et c'est excellent comme exercice, y compris pour Franquin, Gottlieb et Uderzo. Donc 2 bandes dessinées, La fièvre d'Urbicande aux éditions Casterman et Hans Hillman, Papier tue mouche, d'après la nouvelle de Dashiell Hammett aux éditions LR. De la table ronde. De la table ronde. J'ai eu du mal à lire le nom de l'édition. Merci Richard de Sèze. Et donc vous partez à Noël. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël ? Je vais chez ma sœur dans le Poitou. Ah, donc familial, Noël évidemment, Noël et de familial. droite. Il n'y a pas de conversation avec des thèmes qui puissent créer une dispute de famille, non ? Vous êtes tous à peu près de droite ? Oui, là franchement, non, bien sûr, si, on se dispute, on est une famille, donc on se dispute, mais sur des choses cruciales, dire où est passé le beurre, voilà. Où est passé le rond de serviette ? Comment ça, tu n'aimes pas le 10e album de Tintin, mais tu es nul, voilà, des trucs vraiment cruciaux. Des disputes d'une bulle familiale qui vous ressource. Merci beaucoup Richard de Sèze. Merci Corentin. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les auditeurs. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.